Merci, Madame la députée de Bellechasse. Nous poursuivons toujours sur la prise en considération du rapport de la Commission. Et cette fois-ci, je reconnais, Monsieur le député, de Marguerite Bourgeois. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi 7 qui nous a été présenté par le gouvernement, je dois tout de même rappeler le contexte dans lequel ce projet de loi-là nous a été présenté. Il y a eu une saison estivale l'été dernier où finalement ça commençait à être un peu évident là, de la part des citoyens québécois de l'appétit pour les réalisations ou les échecs du gouvernement en place. Et donc, il y a eu un coup de barre qui a été envoyé de la part du premier ministre actuel pour faire en sorte que le gouvernement de la CAQ puisse raviver l'intérêt des citoyens du Québec envers son gouvernement. On a eu évidemment la loi sur la laïcité dans les écoles, un vecteur utilisé à maintes reprises par le gouvernement de la CAQ pour, disons, fouetter les troupes, comme on peut dire. Il y a eu le projet de loi sur la Constitution du Québec qui, de toute évidence, ne fait pas consensus nulle part dans la société québécoise. Et puis, il y a eu le projet de loi 7 qui, en son titre, la loi visant à réduire la bureaucratie, à accroître l'efficacité de l'État et à renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires, ça s'enlignait dans les trois grandes critiques que la population du Québec donnait à ce gouvernement de la coalition Avenir Québec. Moi, j'ai focusé mon énergie, évidemment, sur le projet de loi 7, qui, à son titre même, peut paraître effectivement intéressant, parce que ça fait 7 ans que le gouvernement de la coalition Avenir Québec n'a rien fait, en fait, pour améliorer la machine gouvernementale. Dois-je le rappeler qu'il y a eu la Fédération des entrepreneurs canadiens à l'exportation qui ont eux-mêmes dit que le gouvernement de la coalition Avenir Québec a ajouté 2,5 milliards de dollars par année en bureaucratie additionnelle à toutes les petites et moyennes entreprises du Québec. C'est pas rien, ça, Monsieur le Président. La FCI ne parle pas, évidemment, de la machine gouvernementale dans son ensemble, mais la machine gouvernementale, elle, étant maintenant beaucoup plus lourde, évidemment, crée des barrières à l'entrepreneuriat au Québec et force est de constater qu'on l'a vu en baisse de productivité, en perte d'investissement en machinerie et en matériaux, en gain, malheureusement, du nombre de fonctionnaires dans la fonction publique. Quand on compare ce qui se passe au Québec versus ce que, disons, la juridiction chouchou, la coalition Avenir Québec en ce qui concerne les comparables, disons qu'on prend l'Ontario, il y a eu une augmentation de près de 60% des dépenses au Québec dans l'appareil gouvernemental, contre à peu près une 36% en Ontario durant la même période, Monsieur le Président. Alors, vous comprendrez que, initialement, à voir le titre, on s'est dit, bon, OK, correct, ça va vraiment être quelque chose qui devrait théoriquement donc aider. Mais là, je mets tout dans le contexte parce que ce que je me suis rendu compte en passant à travers l'ensemble du projet de loi avec certains de mes collègues et la ministre, que ceci, c'est un effort de communication, marketing de la part du gouvernement parce que, Monsieur le Président, croyez-le pas, on aurait cru ici là, qu'on aurait été capable de dégager un paquet de postes de l'appareil gouvernemental. On aurait été capable ici de faire en sorte qu'on puisse faire des économies significatives, Monsieur le Président. La réalité, c'est que la ministre n'est même pas capable de chiffrer le nombre de postes qu'on va réduire de l'appareil gouvernemental. On n'est pas capable d'optimiser, de dire quel va être le résultat de cet exercice de l'optimisation de l'appareil gouvernemental. Puis on est en train de nous dire, en bout de piste, on pense qu'on va économiser 40 millions de dollars. Bien, comprendrez, 40 millions de dollars, ben oui, moi je vais le prendre. On va essayer de faire des économies, c'est sûr et certain. Là. 40 millions de dollars,
quand on considère que le gouvernement a augmenté le fardeau administratif de 2,5 milliards, 40 millions, M. le Président, là, c'est même pas 1,5 %. Donc, on a un gouvernement qui a alourdi la bureaucratie pour nos PME, a alourdi la fonction publique avec une addition, je ne parle pas des médecins et ceux qui nous livrent les services, mais ceux qui poussent du papier, là, 12 000 fonctionnaires de plus. Puis là, on nous met dans les dents un projet de loi qui dit vouloir réduire la bureaucratie et accroître l'efficacité de l'État, mais on n'est même pas capable de mesurer le succès. On n'est même pas capable de dire quel va être l'objectif en termes d'emploi. On est en train de nous dire, on pense que ça va être 40 millions de dollars d'économie. Mais, vous savez, à la base même, là, puis ça, c'est la chaire de productivité du HEC qui est venue nous le dire, puis je souhaite que la ministre se souvienne de ce passage-là, parce qu'il est extrêmement important. Le gouvernement, ce qu'il essaie de faire, dans toutes les fusions qui sont proposées, c'est de mettre ensemble des frais variables pour en dégager des économies. Parce on parle ici d'économie d'échelle. Parce qu'on va avoir plus de monde dans une entité en prenant 2 entités indépendantes, on va les mettre ensemble. Mais on met des personnes ensemble. Je m'excuse d'utiliser la terminologie simple ici, mais c'est des frais variables qu'on va mettre ensemble. Mais des frais variables, M. le Président, là, il n'y a pas d'économie d'échelle à faire là-dedans. Le gouvernement s'est obstiné avec les gens de la chaire de productivité du HEC pour dire comme quoi que, ben voyons, la chaire ne sait pas de quoi qu'elle parle. Là. Nous, on va créer des économies. Mais c'est clair, pour qu'on puisse faire des économies d'échelle, on doit parler d'actifs solides, des frais donc qui sont fixes, auxquels on va augmenter la fréquence d'utilisation, dans laquelle on va mettre plus de travailleurs, dans laquelle on va faire en sorte que le rendement de l'actif solide, le frais fixe, soit optimisé. Le gouvernement n'a donné aucun exemple de ça tout le long du projet de loi 7, même que la chaire de productivité du HEC est venue dire que le gouvernement faisait fausse route, que ce projet de loi-là allait juste être de la cosmétique, que l'objectif visé là, n'allait jamais être atteint. Ça met la table, M. le Président, là, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai tout le temps posé des questions. À chaque article de loi qu'on regardait, on économise combien? Combien de postes? Moi, je me serais attendu là, que les 10, 20 premiers articles, la ministre me dise je vais vous revenir, on ne sait pas. Puis là, après 3-4 jours d'interrogation sur le même genre de questionnement, qu'à un moment donné, on se serait préparé au gouvernement. Puis à chaque fois que le député de Marguerite Bourgeois se lève pour poser la même question, qu'on ait une réponse. On a passé à travers tout le projet de loi, puis à travers tout le projet de loi, la réponse a toujours été la même. Ouf, on ne sait pas. Nous autres, on n'est pas en train de vouloir vraiment viser, là, éliminer des emplois, puis on pense que les économies vont être de 40 millions de dollars, mais c'était nébuleux, M. le Président. Là. On n'avait rien de concret. Pourquoi? Parce qu'à sa base même, l'approche gouvernementale est erronée. Là, je vais vous parler plus spécifiquement de la fusion de l'INES et de l'INES-PQ. Juste pour qu'on soit clair sur une chose ici. C'est 2 spécialités totalement distinctes dans l'univers médical. Puis j'ai fait l'allusion à plusieurs reprises. OK, là, on veut fusionner ça parce qu'on pense qu'on va faire des économies. On veut fusionner ça parce qu'il y a des choses qui sont communes. On veut fusionner ça parce qu'on pense que ça va vraiment être bon pour le Québec. Bien, quand on veut créer des économies, je vous le disais tantôt, ça prend des actifs solides. Minimalement, OK, c'est comme si on avait 2 cercles. Je ne sais pas si vous vous rappelez de votre géométrie, M. le Président. À l'école, il y avait 2 cercles. Quand ils sont totalement indépendants, il n'y a rien en commun. Mais quand on les rapproche, puis il y a une zone commune entre les deux, il y a peut-être place là-dedans pour trouver de quoi qui pourrait être optimisé. Mais vous dites, parce que c'est dans le monde de la santé, c'est sûr qu'on va être capable de trouver des économies. Mais ça, c'est comme vous dire, c'est comme dans le monde du sport. Montréal a les Alouettes puis le Canadien de Montréal. On va mélanger les 2 équipes ensemble là, parce que c'est dans le sport, ça, M. le Président. Là. Fait que des joueurs des Alouettes vont pouvoir jouer au hockey puis les joueurs des Canadiens vont pouvoir jouer au football. C'est normal parce que c'est dans le sport. Fait que ça peut se mélanger, ça, M. le Président. C'est 2 spécialités totalement distinctes. Il y en a qui sont dans le curatif puis l'autre dans le préventif.
L'approche laboratoire, l'approche scientifique n'est pas du tout la même. Il y en a pour qui, à l'INES par exemple, leur objectif, c'est d'approuver des médicaments. Et ils en ont besoin de les approuver, les médicaments, parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont en attente de nouveaux médicaments. Ça, c'est le rôle de l'INES. Le rôle de l'INESPQ, c'est de prévoir comment on va se combattre contre la prochaine pandémie, par exemple. Un enjeu totalement différent. L'approche scientifique n'est pas du tout la même. On n'est pas en train d'analyser une molécule, on est en train de penser comment faire en sorte qu'on puisse s'en sortir si jamais un autre malheur, comme une pandémie, pourrait nous tomber dessus. C'est des approches totalement distinctes. Donc, c'est comme tellement distinct que ça ne peut pas se fusionner. C'est tellement distinct que c'est des missions qui sont totalement différentes. Là, on a passé à travers la liste de tous les aspects de cette potentielle fusion pour dire, OK, correct, la mission, les objectifs, les rôles, les spécificités, tout ça, ça se retrouve où? On a regardé ça, puis on avait, à quelques reprises, pas de réponse de la part du gouvernement. Monsieur le Président, on est en train de nous proposer quelque chose qui, en passant, a été fait dans d'autres juridictions et a été constaté comme un échec. À un point tel même que je pense que c'est l'Angleterre qui est revenue sur sa décision pour séparer à nouveau les deux instituts. Donc, on pose des questions, on veut des réponses, on ne nous donne pas tout à fait la clarification qu'on demande, on repose des questions. Là, on n'est pas juste Parti libéral là, qui pose des questions. Là. Il y avait nos collègues de la deuxième opposition de Québec solidaire, il y avait des gens du Parti québécois. On a posé plein de questions. On n'avait pas la réponse qu'on cherchait. Un autre des enjeux de cette fusion-là, à part le fait que c'est des missions distinctes puis toutes les fonctions n'ont pas été retrouvées là, dans la nouvelle entité, l'autre aspect, c'est le temps de laboratoire. Parce que vous savez, ce qui est important, là, c'est lorsque, par exemple, on va faire face à une crise nouvelle, bien, c'est que l'INESPQ puisse avoir une garantie de son temps de laboratoire pour la suite des choses. On n'a pas eu clarté là-dessus non plus. C'est des actifs, là, on va les mettre ensemble, ils vont s'organiser, là, puis chacun va avoir son temps comme c'était avant. Mais on a proposé des amendements, puis les amendements nous ont été refusés. On aurait voulu clarifier le tout. Donc, à sa base même, cette fusion-là était vraiment problématique. Et on n'a pas eu, évidemment, de quoi se satisfaire pour penser que ça allait être une bonne affaire. Puis on n'a pas eu, évidemment, d'économie. En fait, c'est dans cette partie-là de la conversation où ça a été le plus absurde par rapport au titre du projet de loi. Non seulement il n'y aura pas d'économie, mais il va y avoir des augmentations du coût d'opération. Allez me chercher la raison du pourquoi, M. le Président, je ne la comprends pas. Encore une fois, quand je vous dis que ce projet de loi-là, là, c'est une opération marketing pour bien paraître devant l'électorat québécois pour dire, nous, on est en charge de la bureaucratie, puis on est capable de faire l'efficacité de l'État une priorité. Puis... Mais la réalité, c'est qu'on présente un projet de loi qui va à l'encontre même de ça. C'est du n'importe quoi, M. le Président. L'intégration de Transplant Québec dans le giron d'Éma Québec, nous, c'était une ligne solide. C'est un mur dans le sable. On ne voulait pas ça. On ne voulait pas ça parce que, encore une fois, l'exemple des deux cercles, il n'y avait aucune zone commune entre les deux. C'est comme le Canadien de Montréal, puis c'est comme les Alouettes. C'est deux équipes de sport, là, mais ils ne font pas du tout le même sport. Là, OK? Bien, Éma, Québec, puis Transplant Québec, c'est dans le domaine de la santé là, pour monsieur et madame tout le monde. Mais c'est deux entités totalement distinctes, avec des missions qui leur sont propres à eux. Ça ne tenait pas du tout la route, la proposition du gouvernement. Puis, nous, je vous le dis tout de suite, Monsieur le Président, vos concitoyens là, dans Vio, ils sont exposés aux mêmes situations. C'est-à-dire, ils font face à leurs besoins, peut-être dans la famille, d'avoir un don d'organes qui leur est transplanté. Ils font aussi peut-être face à la capacité d'avoir besoin d'une transfusion sanguine. C'est deux départements différents. L'exécution de Transplant Québec, là, elle est dans... La force de Transplant Québec, elle est dans son exécution du modèle. C'est-à-dire prendre le cœur de quelqu'un qui est en train de mourir puis l'amener à quelqu'un qui va probablement vivre plus longtemps. C'est quelque chose qui est dans l'urgence.
On est de chaque seconde compte. L'efficacité de l'exécution, elle fait du succès de l'opération ou l'échec d'opération. L'efficacité, elle est extrêmement importante. Transfusion sanguine, le sang, on collecte du sang pour on met ça dans un frigidaire. Il n'y a pas de stress. On accumule. On répond aux besoins. C'est deux approches totalement différentes, M. le Président. Bien, je suis content que le gouvernement là-dessus ait reculé. Parce que nous, là, on allait faire la protestation. Là. Mon collègue, député de Pontiac, a tellement souvent parlé de cette situation-là à Transplant Québec que ça a été totalement inacceptable. Et là-dessus, je dois donner une note de passage au gouvernement parce que minimalement, ils nous ont écoutés sur ce point-là. Les transferts du surplus du fonds vert vers le fonds des générations. Ça, M. le Président, c'est des entreprises qui ont payé à travers la Bourse du carbone avec l'enthousiasme que n'importe quel entrepreneur a à payer des frais additionnels. Donc, c'est pas le bonheur, mais ils l'ont fait. Mais pour plusieurs d'entre eux, oui, ils voulaient le faire parce que ça allait aller pour faire la gestion de la transition énergétique. Ça allait nous permettre de pouvoir faire en sorte qu'on puisse s'adapter au changement climatique. Ça allait faire en sorte qu'on allait passer d'une économie avec une ancienne perspective de l'environnement à une nouvelle économie avec une perspective plus optimiste de l'environnement. C'était ça qui est l'objectif. Bien, là, force est de constater que le fonds vert, le fonds de la CAQ, il continue à ne pas être capable de livrer dans les promesses. L'argent va continuer à rentrer dans le fonds. En fait, l'argent va continuer parce que, bon, la bourse de carbone continue d'exister. Mais le problème fondamental, c'est que ce que le gouvernement de la CAQ a mis en place n'est pas capable de livrer ce que doit. Ce que le gouvernement a mis en place, après avoir modifié ce que nous, on avait mis en place, c'est quelque chose qui ne livre pas. Donc, les fonds, qu'est-ce qui arrive? Ils s'accumulent. Ils s'accumulent et ils ont créé un surplus d'1,8 milliard. Puis là, bien, pour faire en sorte qu'on puisse avoir une réduction de la dette de 1,8 milliard, ils ont pris les fonds qui étaient de surplus, qui l'ont transféré du fonds vert vers le fonds des générations. C'est la moins pire décision qu'il aurait pu prendre. Il aurait pu décider de mettre ça en chèque électoraliste puis donner ça à la députée de Sanguinet ou au député de Lévis, là, mais ils ont trouvé une autre façon de le faire durant le budget. Mais je veux dire, la moins pire des décisions, c'est de l'envoyer au fonds des générations. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on puisse équiper le monde, être capable de faire face au changement climatique. Qu'on prenne ce 1,8 milliard-là, puis qu'on le dépense aux endroits où est-ce que c'est important. C'est une question d'équité intergénérationnelle. Ce gouvernement-là a failli encore, malheureusement, à sa tâche dans cet aspect-là de la gestion du fonds vert. Ça fait que c'est désolant. Écoutez, je pourrais passer, je ne sais pas combien de temps, ça fait déjà 18 minutes. Bon, je pourrais passer, c'est drôle, on m'en a parlé tantôt, quand j'étais au caucus en train de parler du projet de loi, je pourrais prendre des heures et des heures pour parler de l'opération marketing du gouvernement de la Coalition Avenir Québec en ce qui a trait à réduire la bureaucratie, accroître l'efficacité d'État et à renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires. Tu sais, si j'en avais là, comme beaucoup à vous dire dans le positif, pourquoi que je trouve que ça finalement aurait été un bon projet de loi, je vous l'aurais dit, M. le Président. Mais si je suis capable de vous la résumer en incapable de me donner le nombre de postes qu'on va éliminer, puis qu'on me dit que ça coûte peut-être, ça va peut-être être 40 millions, mais on ne veut pas le mettre nulle part dans le projet de loi, force est de constater, M. le Président, là, on n'a pas beaucoup de structure en arrière de l'enthousiasme gouvernemental sur son projet de loi 7. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois.